Hasard? À la mi-juin 1965, le semestre terminé à Torrance House, Juliette ne s'est pas vue offrir d'emploi permanent. La prof qu'elle remplaçait s'est rétablie et elle pourrait dès lors prendre le chemin du retour. Mais elle fait ce qu'elle a décrit comme un petit détour pour voir un ami qui vit plus au nord sur la côte. Il y a un mois environ, elle est allée avec une autre prof, Juanita, seule personne d'un âge proche du sien dans l'équipe d'enseignante et sa seule amie, voir la ressortie d'un film intitulé Hiroshima, mon amour. Juanita a avoué après le film qu'elle était elle-même, comme la femme qu'on voyait dedans, amoureuse d'un homme marié, le père d'une élève. Juliette a alors dit qu'elle s'était trouvée dans une situation similaire, mais n'avait pas laissé les choses se poursuivre à cause de l'état tragique de l'épouse. L'épouse était totalement invalide, le cerveau plus ou moins mort. Juanita répondit qu'elle aurait bien voulu que l'épouse de son amant ait le cerveau plus ou moins mort, mais que tel n'était pas le cas. Elle était vigoureuse, influente et en mesure de la faire renvoyer. Et peu après, comme si ce genre de mensonge ou de demi-mensonge indigne l'avait fait surgir de rien, il était arrivé une lettre. L'enveloppe ne payait guère de mine, à croire qu'elle avait séjourné un certain temps dans une poche et était seulement adressée à Juliette, entre parenthèses professeur, Torrance House, 1482 Mark Street, Vancouver, BC pour British Columbia. La directrice l'a remit à Juliette en disant « Je suppose que c'est pour vous, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de nom, mais l'adresse est exacte. Ils l'auront trouvée dans l'annuaire. » Elle ouvrit la lettre. « Chère Juliette, j'avais oublié le nom du collège où vous enseignez, mais l'autre jour, cela m'est revenu, comme ça, tout d'un coup, alors cela m'a semblé un signe que je devais vous écrire. J'espère que vous y êtes toujours, mais il faudrait que le poste soit assez épouvantable pour que vous y renonciez avant la fin du semestre, et d'ailleurs, vous n'avez vraiment pas fait l'effet d'être du genre à renoncer. Comment trouvez-vous le climat de notre côte ouest? Si vous jugez qu'il pleut beaucoup à Vancouver, imaginez 2 fois plus de pluie, c'est ce que nous avons ici. Je pense souvent à vous assise à regarder les étoiles, mot barré, étoiles, rajouté. Vous voyez, j'ai écrit les étoiles, il est tard et il serait temps que je me couche. Anne est à peu près pareille. Quand je suis rentré de mon voyage, j'ai trouvé qu'elle avait beaucoup baissé, mais c'était surtout parce que j'ai pu voir d'un seul coup combien elle avait décliné au cours des 2 ou 3 dernières années. Je ne m'en étais pas aperçu quand je la voyais tous les jours. Je ne crois pas vous avoir dit que j'allais m'arrêter à Regina pour voir mon fils qui a maintenant 11 ans. C'est là qu'il vit avec sa mère. Je me suis aperçu que lui aussi avait beaucoup changé. Je suis content de m'être enfin souvenu du nom de l'école, mais j'ai bien peur maintenant de ne pas arriver à me rappeler le vôtre. Je vais quand même mettre ça sous enveloppe en espérant que le nom me reviendra. Je pense à vous, je pense souvent à vous, je pense souvent à vous. Le car emmène Juliette du centre de Vancouver jusqu'à Horseshoe Bay, où il embarque sur un bac. Puis à travers une péninsule et sur un autre bac, et de nouveau sur le continent jusqu'à la ville où habite l'homme qui a écrit la lettre. Whale Bay. Et que l'on passe vite, avant même Horseshoe Bay, de la ville à la nature sauvage. Tout le trimestre, elle a vécu parmi les pelouses et les jardins de Kerrisdale, avec les montagnes de la rive septentrionale, qu'on apercevait comme un rideau de sel chaque fois que le temps se découvrait. Le parc de l'école était abrité et civilisé, ceint d'un mur de pierre, avec toujours quelque chose en fleurs à chaque saison de l'année. Et les jardins des maisons d'alentour étaient à l'avenant. Une telle profusion bien entretenue, rhododendrons, houx, lauriers et glycines. Mais avant même d'arriver à Horseshoe Bay, la vraie forêt, pas celle des parcs, se referme. Et par la suite, hauts et rochers, arbres sombres, mousses suspendues. De temps à autre, une mince fumée montait d'une maisonnette d'aspect humble et délabré, la cour pleine de bois de chauffage, de poutres et de pneus, d'autos et de pièces détachées, de bicyclettes cassées ou encore entières, de jouets, de toutes les choses qui doivent rester dehors quand les gens n'ont ni garage ni sous-sol. Les villes où le car s'arrête ne sont pas organisées du tout.
Par endroits, quelques maisons répétitives, appartenant à une compagnie, sont bâties les unes près des autres, mais la plupart des habitations ressemblent à celles qu'on voit dans les bois, dressées chacune au milieu d'une vaste cour encombrée d'un fatras, comme si on les avait bâties à portée de regard les unes des autres seulement par accident. Pas de chaussées asphaltées, hormis la grande route qui les traverse, pas de trottoirs. Pas de gros bâtiments en dur pour abriter la poste ou les bureaux de la municipalité. Pas d'ensemble de magasins ornementés conçus pour qu'on les remarque. Pas de monuments aux morts, pas de fontaines, pas de petits parcs fleuris. Parfois un hôtel qu'on prendrait seulement pour un pub. Parfois une école ou un hôpital moderne, correct mais bas et aussi quelconque qu'un hangar. Et par moments, plus particulièrement à bord du second bac, elle est prise de doutes qui lui retournent l'estomac à propos de toute l'affaire. Je pense souvent à vous, je pense à vous souvent. Ce n'est que le genre de choses qu'on dit quand on se veut consolant ou qu'on désire vaguement garder quelqu'un sous sa coupe. Mais il y aura forcément un hôtel, ne serait-ce qu'un gîte à Whale Bay. Elle y descendra, elle a laissé sa grosse valise au collège pour les reprendre plus tard. Elle n'a que son sac de voyage en bandoulière, elle passera plutôt inaperçue. Elle restera une nuit, peut-être lui téléphonera-t-elle. Et pour dire quoi? Qu'elle est dans le coin pour rendre visite à une amie, son amie Juanita du collège, qui a une maison d'été. Ouf, déjà. Juanita a une maisonnette dans les bois, elle est du genre intrépide qui aime la vie en pleine nature. Tout à fait différente de la Juanita réelle qui quitte rarement ses talons aiguilles. Et la maisonnette s'est révélée voisine de Whale Bay, un peu plus au sud. La visite à la maisonnette et à Juanita étant terminée, Juliette s'est dit, oui, elle s'est dit, puisqu'elle se trouvait déjà tout près, elle s'est dit qu'autant en profiter. Rochers, arbres, eau, neige, ces éléments constamment recombinés composaient le paysage voilà 6 mois, derrière la fenêtre du train, un matin entre Noël et le jour de l'an. Les rochers étaient gros, certains faisaient saillie, d'autres étaient usés, adoucis comme des galets, gris foncé ou tout à fait noirs. Il y avait surtout des arbres à feuillage persistant, pins ou épicéas ou cèdres. Les épicéas, des épinettes noires, semblaient porter ce qui ressemblait à de petits arbres supplémentaires, miniatures d'eux-mêmes piqués à leur fête. Les arbres à feuillage caduc étaient grêles et nus. C'étaient tantôt des peupliers, tantôt des mélèzes, tantôt des aunes. Certains d'entre eux avaient le tronc tacheté. La neige couvrait d'épais chapeaux le sommet des rochers et formait des emplâtres sur le côté des troncs exposés au vent. Elle tapissait d'une couche lisse et molle la surface de nombreux lacs gelés, grands et petits. De temps à autre, on voyait le flot rapide des eaux libres de glace d'un étroit et sombre ruisseau. Juliette avait un livre ouvert sur les genoux, mais elle ne lisait pas. Elle ne quittait pas des yeux ce qui défilait. Elle était seule sur un siège double, et il y avait un siège double inoccupé en face d'elle. C'était dans cet espace qu'on installait sa couchette. Le soir, l'employé des wagons-lits s'activait pour l'heure dans la voiture, repliant les couchettes pour la journée. Par endroits, les housses vert sombre, avec leur fermeture à glissière, pendaient encore jusqu'au plancher. Il y avait l'odeur de ce tissu, semblable à une toile de tente, et peut-être une légère odeur de linge de nuit et de toilette. Une bouffée d'air froid hivernal chaque fois qu'on ouvrait la porte à l'une des deux extrémités du wagon. Les derniers voyageurs allaient prendre le petit déjeuner, d'autres regagnaient leur place. Il y avait des traces dans la neige, les traces de petits animaux. Colliers de perles qui faisaient des boucles disparaissaient. Juliette avait 21 ans et possédait déjà une maîtrise de lettres classiques. Elle travaillait à sa thèse de doctorat, mais s'était interrompue pour aller enseigner le latin dans un collège privé de jeunes filles à Vancouver. Elle n'avait pas d'expérience du professorat, mais devant une absence inattendue en plein semestre, le collège avait été trop content de l'engager. Probablement n'y avait-il pas eu d'autre réponse à l'annonce. Le salaire était inférieur à ce qu'aucun professeur qualifié eût vraisemblablement accepté. Mais Juliette était heureuse de gagner quelque argent.
après les années où elle avait subsisté d'une maigre bourse. C'était une fille de haute taille, le teint frais, les os délicats, dont la chevelure châtain clair ne pouvait jamais, malgré la laque, garder le moindre volume. Son allure était celle d'une écolière alerte. La tête haute, l'arrondi du menton bien dessiné, la large bouche aux lèvres minces, le bout de nez retroussé, les yeux brillants et un front que rougissait souvent l'effort ou la gratitude. Elle faisait la joie de ses professeurs. Ils étaient reconnaissants désormais à quiconque entreprenait d'étudier les langues mortes, et plus particulièrement à quelqu'un d'aussi doué, mais elle leur causait en même temps bien du souci. L'ennui était qu'elle fût une fille. Si elle se mariait, ce qui pouvait se produire, car elle n'était pas laide, pour une boursière, elle n'était même pas laide du tout, elle réduirait à néant tout son dur labeur et le leur. Et si elle ne se mariait pas, elle deviendrait probablement triste et solitaire, perdant ses chances d'avancement au profit des hommes, qui en avaient plus besoin qu'elle, puisqu'ils étaient soutiens de famille. Et elle ne serait pas en mesure de défendre la bizarrerie de son choix des lettres classiques, d'en accepter le caractère inadapté ou profondément ennuyeux aux yeux des gens, de s'en débarrasser comme un homme eût pu le faire. Les choix bizarres étaient tout simplement plus faciles pour les hommes, dont la plupart trouveraient des femmes heureuses de les épouser. Tel n'était pas le cas en sens inverse. Quand l'offre de poste se présenta, ils la pressèrent de la saisir. Cela vous fera du bien de sortir un moment dans le monde extérieur, d'affronter un peu la vie réelle. Juliette avait l'habitude de ce genre de conseils, mais fut déçue de les entendre venant d'hommes qui ne semblaient ni par leur allure ni par leur langage s'être volontiers frottés eux-mêmes au monde réel. Dans la ville où elle avait grandi, sa forme d'intelligence était souvent rangée dans la même catégorie qu'une claudication ou qu'un pouce surnuméraire, et il n'en avait pas tardé à noter les défauts qui ne pouvaient manquer d'y être associés. Son incapacité à se servir d'une machine à coudre, à faire un joli paquet ou à s'apercevoir que sa combinaison dépassait. Quel était le bien pouvoir devenir? Telle était la question. Elle s'était même opposée à son père et à sa mère, qui étaient fiers d'elle. Sa mère souhaitait qu'elle se fasse beaucoup d'amis, et dans ce but, elle l'avait donc pressée d'apprendre à patiner et à jouer du piano. Elle l'appréciait et ne faisait bien ni l'un ni l'autre. Son père souhaitait seulement qu'elle s'intègre. « Il faut que tu t'intègres, lui disait-il, sinon les gens te rendront la vie infernale. » C'était ignorer le fait que lui, et plus encore la mère de Juliette, n'étaient eux-mêmes pas des exemples d'intégration et n'étaient pas malheureux pour autant. Peut-être doutait-il que Juliette pût avoir tant de chance. « C'est fait, dit Juliette une fois qu'elle fut partie pour la fac. Dans le département des lettres classiques, je m'intègre. Je vais catastrophiquement bien. » Et voilà qu'elle recevait de nouveau le même message de ses maîtres, qui avaient semblé l'estimer et se réjouir de sa présence. Cette réjouissance ne dissimulait pas leur inquiétude. « Sortez dans le monde extérieur, avait-il dit, comme si jusque-là, elle n'avait été nulle part. N'empêche que dans ce train, elle était heureuse. La taïga, se disait-elle. Elle ne savait pas si c'était le mot juste pour ce qu'elle avait sous les yeux. Peut-être s'était-elle fait, à un certain niveau, une idée d'elle-même, comme d'une jeune femme dans un roman russe, en route pour un paysage inconnu, terrifiant et exaltant, où les loups hurleraient la nuit et où elle rencontrerait son destin. Peu lui importait que ce destin, dans un roman russe, se révélât vraisemblablement morne ou tragique, ou les deux à la fois. Le destin personnel n'était pas en cause. D'ailleurs, ce qui l'attirait, l'enchantait, à vrai dire, c'était l'indifférence même, le caractère répétitif, l'absence de soin, le mépris de l'harmonie, qu'offrait la surface tourmentée du bouclier précambrien. Une ombre parut au coin de son œil, puis une jambe de pantalon qui s'approchait. « Cette place est libre ?» Et évidemment qu'elle l'était. Que pouvait-elle dire? Mocassins à glands, pantalon ocre, veston à carreaux ocre et brun, marqué d'une fine ligne bordeaux, chemise bleu foncé, cravate bordeaux tachetée de bleu et d'or.
le tout flambant neuf et, à l'exception des souliers, un peu trop grand en apparence, comme si le corps qui était dedans avait quelque peu rétréci depuis l'achat. L'homme pouvait être quinquagénaire, avec des mèches luisantes de cheveux bruns dorés plaqués en travers du crâne. Non, il n'était pas possible qu'il l'éteigne. Qui s'aviserait de teindre une chevelure si clairsemée? Ses sourcils étaient plus sombres, roussâtres, en accents circonflexes et broussailleux. La peau de son visage était tout entière plutôt grumeleuse, épaissie comme la surface du lait tourné. Était-il laid? Oui, évidemment. Il était laid, mais c'était à ses yeux le cas de très nombreux hommes de ce groupe d'âge. Elle n'aurait pas dit par la suite qu'il était remarquablement laid. Ses sourcils se levèrent, ses yeux délavés, larmoyants, s'écarquillèrent comme pour manifester sa propension à la convivialité. Il s'installa en face d'elle. Il dit « Il n'y a pas grand-chose à voir par ici. »« Non, dit-elle. Elle baissa les yeux sur son livre. Et fit-il comme si les choses s'engageaient sans la moindre contrainte. « Jusqu'où allez-vous ?»« Vancouver. »« Moi aussi, à travers la totalité du pays, autant le voir en entier pendant qu'on y est, vous ne trouvez pas ?»« Oui, mais il s'obstinait. »« Vous êtes parti de Toronto, vous aussi ?»« Oui. »« C'est là que je vis à Toronto. J'y ai vécu toute ma vie. Vous êtes de Toronto, vous aussi ?»« Non, dit Juliette, regardant de nouveau son livre et s'efforçant de prolonger le silence. Mais quelque chose, son éducation, sa gêne, Dieu sait quoi, peut-être sa pitié, fut trop fort pour elle et elle consentit à livrer le nom de sa ville natale, puis à la situer pour lui en donner sa distance par rapport à diverses villes plus importantes. Sa position au regard du lac Huron de Georgian Bay. J'ai une cousine à Collingwood. C'est gentil par là-haut. Je suis allé les voir, elle et sa famille, une ou deux fois. Vous voyagez seul? Comme moi, dit-il. Il n'arrêtait pas de croiser et de recroiser les mains l'une par-dessus l'autre. Oui, assez, songe-t-elle, assez. C'est la première fois que je fais un aussi long voyage, une vraie expédition quand on est tout seul, dit-il. Juliette ne dit rien. Je vous ai vu là toute seule à lire votre livre, je me suis dit peut-être qu'elle est toute seule et qu'elle va encore loin. Alors on pourrait peut-être faire un peu copains tous les deux, non? À ces mots, faire un peu copain, une froide turbulence monta en Juliette. Elle comprit qu'il n'essayait pas de la draguer. Une des choses démoralisantes qui lui arrivait parfois était que les hommes assez gauches et solitaires et peu séduisants lui fassent des avances sans embâge, impliquant par là qu'elle devait partager un sort voisin du leur. Mais ce n'était pas ce qu'il faisait. Il voulait une amie, pas une petite amie. Il voulait une copine. Juliette savait qu'aux yeux de bien des gens, elle pouvait paraître bizarre et solitaire. Et d'ailleurs, en un sens, c'est ce qu'elle était. Mais elle avait aussi fait l'expérience, une bonne partie de sa vie, de se sentir entourée de gens qui souhaitaient accaparer son attention, son temps et son âme. Et d'ordinaire, elle les laissait faire. Sois accessible, sois amical. D'autant plus que tu souffres d'un vrai déficit de popularité. Voilà ce qu'on apprenait dans une petite ville, et aussi dans les pensionnats et à la fac. Sois accueillante à quiconque souhaite te vampiriser, même à ceux qui n'ont pas la moindre idée de qui tu peux être. Elle regarda l'homme droit dans les yeux et ne sourit pas. Il vit sa résolution et il y eut un tressaillement d'inquiétude sur son visage. « C'est bien ce que vous lisez? De quoi ça parle ?» Elle n'allait pas dire que ça parlait de la Grèce antique et de l'attachement considérable des Grecs pour l'irrationnel. Elle n'enseignerait pas le grec, mais était censée donner un cours sur la pensée grecque. Aussi relisait-elle Dodds pour voir ce qu'elle pouvait y glaner. Elle dit « J'ai effectivement envie de lire, je crois que je vais aller à la voiture panoramique. » Et elle se leva et s'éloigna, songeant qu'elle n'aurait pas dû dire où elle allait. Qu'il était possible qu'il se lève pour la suivre, tout en s'excusant et préparant le terrain à une nouvelle demande, mais aussi qu'il ferait froid dans la voiture panoramique et qu'elle regretterait de n'avoir pas pris son chandail. Impossible de retourner le chercher maintenant. La vue qu'offrait la voiture panoramique à l'arrière du train lui sembla moins satisfaisante que celle qu'on avait par la fenêtre de son wagon-lit.
Le spectacle du train lui-même faisait désormais intrusion sans cesse devant vous. Peut-être son désagrément venait-il de ce qu'elle avait froid, exactement comme elle l'avait prévu, et de ce qu'elle était troublée, mais sans regret. Un instant de plus, et il aurait tendu sa main moite. Elle pensait qu'il aurait eu la main moite, ou alors sèche et écailleuse. Ils auraient échangé leurs noms, elle se serait retrouvée enfermée à double tour. C'était la première victoire du genre qu'elle eût été capable de remporter, et c'était contre le plus pitoyable, le plus tristes adversaires. Elle l'entendait encore dire « faire copain », et il en avait plein la bouche, excuses et insolences. Les excuses, c'était chez lui une habitude, mais l'insolence résultait dans ce quel espoir, quelle détermination venant crever la surface de sa solitude, de sa famine. C'était nécessaire, mais ça n'avait pas été facile, pas facile du tout. À vrai dire, c'était une plus grande victoire, sans doute, de résister à une personne dans son état. Une plus grande victoire que s'il avait été adroit et plein d'assurance. Mais pendant quelque temps, elle serait plutôt malheureuse. Il n'y avait que 2 voyageuses dans la voiture panoramique. 2 femmes d'un certain âge qui n'étaient pas assises ensemble. Quand Juliette vit un grand loup traverser la surface enneigée, parfaite d'un petit lac, elle sut qu'elle devait le voir aussi. Mais ni l'une ni l'autre ne rompirent le silence, et cela lui fut agréable. Le loup n'accorda aucune attention au train, ne marqua aucune hésitation, aucune hâte. Sa fourrure était longue, argentée, tirant sur le blanc. Croyait-il qu'elle le rendait invisible? Pendant qu'elle observait le loup, un autre voyageur était arrivé. Il s'assit dans la même rangée qu'elle de l'autre côté du couloir. Il avait un livre, lui aussi. Un couple âgé suivi. Elle, petite et vive, lui, grand, gros et maladroit, prenant de profondes inspirations heurtées et réprobatrices. « Il fait froid ici, dit-il, quand ils furent installés. « Veux-tu que j'aille chercher ta veste? Ne te dérange pas. »« Ça ne me dérange pas. Non, ça ira. » Au bout d'un moment, la femme dit « On a vraiment un point de vue extraordinaire d'ici. » Il ne répondit pas et elle essaya de nouveau. « On voit de tous les côtés à la fois. »« Bah, pour ce qu'il y a à voir, dit-il. »« Mais attends un peu quand on traversera les montagnes, c'est quelque chose. Comment as-tu trouvé le petit déjeuner ?»« Les œufs n'étaient pas assez cuits. »« Je sais. » La dame compatit. « J'ai pensé que j'aurais dû faire éruption dans la cuisine pour le préparer moi-même. »« La coquerie, on dit la coquerie. »« Mais je croyais que c'était sur les bateaux, dit-elle. » Juliette et l'homme assis de l'autre côté de l'allée centrale levèrent les yeux de leur livre au même instant et leurs regards se croisèrent avec un calme dépourvu de toute expression. Et pendant la seconde ou deux que cela dura, le train ralentit, puis s'arrêta, et ils regardèrent ailleurs. Ils étaient arrivés à une espèce de village perdu dans les bois. D'un côté la gare, peinte de rouge sombre, et de l'autre quelques maisons de la même couleur, habitations ou dortoirs pour les employés des chemins de fer. On annonça 10 minutes d'arrêt. Le quai de la gare avait été déneigé et Juliette, en regardant vers l'avant, vit des gens descendre du train pour se dégourdir les jambes. Elle aurait aimé en faire autant, mais pas sans manteau. L'homme assis de l'autre côté du couloir se leva et descendit les marches sans un regard alentour. Des portes s'ouvrirent quelque part en contrebas, amenant subrepticement un courant d'air froid. Le mari âgé demanda ce qu'on fichait là et comment s'appelait ce patelin d'abord. Sa femme alla à l'avant de la voiture pour essayer d'apercevoir le nom, mais revint bredouille. Juliette lisait un passage consacré aux Ménades. Leur rite était célébré la nuit, au milieu de l'hiver, disait Dodds. Les femmes montaient au sommet du mont Parnasse, et quand il leur arriva d'être une nuit isolée par une tempête de neige, il fallut leur envoyer des sauveteurs. Les futures Ménades furent redescendues, les vêtements raides comme des planches, et, malgré leur transe, acceptaient d'être secourues. Cela semblait à Juliette un comportement assez contemporain, qui jetait en quelque sorte un éclairage moderne sur les débordements des participantes à la célébration. Ses élèves le verraient-elles ainsi? Vraisemblablement pas. Elle serait probablement armée contre tout amusement possible, toute implication, comme le sont les élèves, et celles qui n'étaient pas ainsi armées ne voudraient pas le montrer.
L'invitation à remonter en voiture retentit. Le courant d'air frais fut coupé, on se remit en mouvement comme à regret. Elle leva les yeux pour assister au départ et vit un peu plus loin vers l'avant la locomotive disparaître dans une courbe. Et puis une secousse ou un frisson qui sembla parcourir toute la longueur du train. La sensation, là, en haut, que la voiture se balançait, un arrêt brutal. Tout le monde attendait que le train reparte et personne ne dit mot. Même le mari Rouspletter se tut. Des minutes passèrent, des portières s'ouvraient et se refermaient. Des voix d'hommes appelaient, et il se répandait un sentiment de frayeur et d'agitation. Dans la voiture salon, juste en dessous, la voix d'une autorité, peut-être celle du contrôleur. Mais il n'était pas possible d'entendre ce qu'il disait. Juliette se leva et, gagnant l'avant de la voiture, regardant par-dessus tous les wagons qui étaient de là devant, elle vit quelques silhouettes qui couraient dans la neige. Une des deux dames seules se leva et vint près d'elle. Elle dit « J'ai senti qu'il allait se passer quelque chose. Je l'ai senti, là, quand nous étions arrêtés. Je n'avais pas envie que nous repartions. Je pensais qu'il allait se passer quelque chose. » L'autre dame seule était venue les rejoindre. « Ce ne sera rien, dit-elle, peut-être une branche en travers de la voie. »« Ils ont une espèce d'engin qui précède le train, lui dit la première. Il passe juste devant pour s'occuper des choses comme une branche en travers des voies. Mais elle vient peut-être de tomber. » Les deux femmes s'exprimaient avec le même accent du nord de l'Angleterre, et sans la politesse de deux inconnus ou de simples connaissances. Maintenant qu'elle les regardait de près, Juliette vit qu'elles étaient probablement sœurs, encore que l'une eût un visage plus large, plus jeune. Elles voyageaient donc ensemble, mais s'asseyaient séparément. Ou peut-être s'étaient-elles disputées. Le contrôleur montait l'escalier du wagon panoramique. À mi-montée, il se tourna pour prendre la parole. « Rien de grave, ne vous inquiétez pas, messieurs, dames. Il y avait apparemment un obstacle sur la voie. Nous nous excusons pour ce retard et repartirons aussitôt que possible. Mais nous risquons d'en avoir pour un moment. Le barman me dit qu'il viendra vous offrir du café d'ici quelques minutes. » Juliette le suivit dans l'escalier. Elle s'était rendue compte, sitôt debout, qu'elle avait eu elle-même un petit accident qui lui rendait nécessaire de regagner sa place pour prendre son sac de voyage, que celui qu'elle avait éconduit y soit encore ou pas. En traversant les wagons, elle rencontra d'autres gens qui se déplaçaient. Ils se pressaient contre les fenêtres d'un côté du train, ou s'étaient arrêtés au bout des voitures, comme s'ils s'attendaient à l'ouverture des portières. Juliette n'avait pas le temps de poser de questions, mais en se faufilant, elle entendait au passage que c'était peut-être un ours ou un élan ou une vache. Et les gens se demandaient ce qu'une vache pouvait bien faire dans les bois, ou pourquoi les ours n'étaient pas tous en hibernation à présent, ou si ce n'était pas un ivrogne qui s'était endormi sur les rails. Au wagon-restaurant, les gens étaient assis aux tables dont on avait enlevé tout le linge blanc. Ils buvaient le café gratuit. Personne n'occupait le siège de Juliette, ni celui d'en face. Elle prit sa trousse et se hâta de gagner les toilettes. Le saignement mensuel était la plaie de sa vie. Il était même arrivé, à l'occasion, que cela compromette le succès de certaines des épreuves écrites les plus importantes, parce que, pendant les 3 heures qu'elles duraient, il était interdit de quitter la salle pour changer de garniture. Le visage en feu, prise de crampes, la tête lui tournant un peu, le cœur soulevé, elle se laissa tomber sur les toilettes, ôta sa garniture trempée, l'enveloppa de papier hygiénique et la jeta dans le réceptacle prévu à cet effet. Quand elle se leva, elle fixa la nouvelle garniture qu'elle avait prise dans son sac. Elle vit que l'eau et l'urine de la cuvette s'étaient teintées d'écarlate avec son sang. Elle posa la main sur le bouton de la chasse d'eau, puis remarqua devant ses yeux l'avertissement prohibant d'actionner la chasse d'eau pendant l'arrêt du train. Cela signifiait bien sûr, quand le train était en gare, où le déversement aurait lieu fort désagréablement, là où les gens pouvaient le voir. Ici, elle pouvait prendre le risque. Mais à l'instant où elle effleurait de nouveau le bouton, elle entendit des voix non loin, pas dans le train, mais de l'autre côté du verre dépoli de la fenêtre des toilettes.
peut-être des cheminots qui passaient. Elle pouvait rester là tant que le train serait à l'arrêt, mais combien de temps cela durerait-il? Et si une voyageuse était soudain prise d'une envie pressante? Elle conclut que tout ce qu'elle pouvait faire était de rabattre le couvercle et sortir. Elle regagna son siège. En face d'elle, un enfant de 4 ou 5 ans barbouillait au crayon de couleur les pages d'un album de coloriage. Sa mère entreprit Juliette au sujet du café gratuit. « Il est peut-être gratuit, mais on dirait qu'il faut aller le chercher soi-même, dit-elle. Vous voulez bien le surveiller pendant que j'y vais ?»« Je ne veux pas rester avec elle, dit l'enfant sans lever les yeux. »« Je vais y aller, dit Juliette. Mais à cet instant, un garçon entra dans le wagon, poussant le chariot à café. « Le voilà, j'ai parlé trop vite, dit la mère. Vous avez appris que c'était un... comment dirais-je, C-O-R-P-S, C-O-R-P-S. Juliette secoua la tête. La dame dit. Il n'avait même pas de manteau. Quelqu'un l'avait vu descendre et partir vers l'avant, mais sans la moindre idée de ce qu'il comptait faire. Il a dû aller au-delà de la courbe pour que le mécanicien ne puisse pas le voir avant qu'il soit trop tard. À quelques sièges de là, vers l'avant, du même côté du couloir que la mère, un monsieur dit « Les voilà, ils reviennent !» Et quelques personnes se levèrent du côté de Juliette et se penchèrent pour voir. L'enfant se leva aussi, appuya son visage contre la vitre. Sa mère lui dit de s'asseoir. « Occupe-toi de ton coloriage. Regarde ce que tu as fait, ça déborde de partout. » « Je ne peux pas regarder, dit-elle à Juliette. Je ne supporte pas de regarder quoi que ce soit de ce genre. » Juliette se leva pour regarder. Elle vit un petit groupe d'hommes qui revenaient lourdement vers la gare. Certains avaient ôté leurs manteaux, qui s'entassaient sur la civière que 2 d'entre eux transportaient. « On ne voit rien, dit un homme derrière Juliette à une femme qui ne s'était pas levée. Ils l'ont entièrement recouvert. » Les hommes qui avançaient la tête basse n'étaient pas tous des cheminots. Juliette reconnut celui qui s'était assis de l'autre côté du couloir dans la voiture panoramique. 10 à 15 minutes s'écoulèrent encore, puis le train se mit en mouvement. À la sortie de la courbe, on ne voyait de sang ni d'un côté ni de l'autre du wagon. Mais il y avait un endroit qui avait été piétiné et un tas de neige pelletée. Derrière elle, l'homme était de nouveau debout. Il dit « C'est là que ça s'est passé, on dirait. » Il regarda un petit moment pour voir s'il y avait quoi que ce soit d'autre avant de retourner s'asseoir. Le train, au lieu d'accélérer pour rattraper le temps perdu, semblait rouler plus lentement. Par respect peut-être, ou avec appréhension de ce qui risquait de l'attendre à la sortie de la prochaine courbe. Le chef de brigade traversa le wagon en annonçant le premier service du déjeuner, et la mère et l'enfant se levèrent aussitôt pour le suivre. Ce fut le début d'une procession, et Juliette entendit une femme dire en passant « Vraiment ?» Celle qui lui parlait dit à voix basse « C'est ce qu'elle m'a dit. » Pleine de sang, ça a dû éclabousser quand le train lui est passé sur... Tais-toi, s'il te plaît. Un peu plus tard, quand la procession fut terminée et que les convives du premier service furent en train de déjeuner, l'homme traversa le wagon, l'homme de la voiture panoramique qu'on avait vu dehors marcher dans la neige. Juliette se leva et se hâta de le suivre. Dans l'espace noir et froid entre les voitures, à l'instant où il poussait la lourde porte devant lui, elle dit « Excusez-moi, il faut que je vous pose une question. » Cet endroit était plein d'un bruit soudain, le fracas des lourdes roues sur les rails. « Oui, laquelle? Êtes-vous médecin? Avez-vous vu l'homme? Je ne suis pas médecin, il n'y en a pas dans le train. J'ai une certaine expérience médicale. » Quel âge avait-il? Il la regarda avec une patience posée et un certain désagrément. Difficile à dire, pas tout jeune. Avait-il une chemise bleue, des cheveux bruns avec des reflets blonds? Il secoua la tête, pas pour répondre à sa question, mais pour la refuser.
Vous le connaissiez demanda-t-il. Vous devriez le dire au contrôleur si c'est le cas. Je ne le connaissais pas. Alors, veuillez m'excuser, dit-il. D'une poussée, il ouvrit la porte et la planta là. Évidemment, il pensait qu'elle débordait d'une curiosité dégoûtante comme tant d'autres, pleine de sang. Ça, c'était dégoûtant en fin de compte. Elle ne pourrait jamais raconter cette erreur à personne, cette espèce d'horrible blague. On la jugerait exceptionnellement mal embouchée et sans cœur si jamais elle s'avisait d'en parler. Et l'un des éléments du malentendu, le corps écrasé du suicidé, semblerait dans le récit à peine plus répugnant et effrayant que le sang de ses règles. Ne jamais raconter ça à personne. De fait, elle le raconta bel et bien, quelques années plus tard, à une certaine Cristal, dont elle ignorait encore le nom. Mais elle éprouvait un grand besoin de raconter quelque chose à quelqu'un. Elle prit son cahier et, sur l'une de ses pages lignées, se mit à écrire une lettre à ses parents. Nous n'avons pas encore atteint la frontière du Manitoba et la plupart des gens se plaignent de la monotonie du paysage, mais ils ne peuvent pas dire que le voyage a manqué d'incidents dramatiques. Ce matin, nous nous sommes arrêtés dans une espèce de petit trou perdu au milieu des bois, où tout était peint du lugubre rouge chemin de fer. Je m'étais assis à l'arrière du train dans la voiture panoramique où je mourrais de froid, parce qu'ils y font des économies de chauffage. Sans doute dans l'idée que la beauté du spectacle détournera l'esprit des voyageurs de leur inconfort, et que j'avais la flemme de retourner chercher mon chandail. Après un arrêt de 10 à 15 minutes, on s'est remis en route et j'ai vu la locomotive disparaître dans une courbe et puis soudain, il y a eu une espèce d'affreux bruit sourd. Elle s'interrompit. Elle-même, son père et sa mère s'étaient toujours mis en devoir de fournir la maisonnée en récits distrayants. Cela avait requis non seulement un subtil ajustement des faits, mais aussi de la position qu'on occupait dans le monde. Du moins, Juliette l'avait-elle découvert quand son monde était devenu celui des études. Elle s'était muée en une espèce d'observatrice assez supérieure et invulnérable, et depuis que son absence du foyer familial était permanente, cette attitude était devenue habituelle, presque une obligation. Mais sitôt qu'elle eut écrit les mots affreux, bruit sourd, avec une majuscule au début de chaque mot, elle se trouva incapable de poursuivre dans le langage qui lui était coutumier. Elle essaya de regarder par la fenêtre, mais la scène, composée des mêmes éléments, avait changé. Le train n'avait pas parcouru 150 kilomètres qu'il semblait rencontrer un climat plus chaud. Les lacs étaient bordés de glace, mais n'en étaient pas couverts. L'eau noire, les roches noires, sous le ciel de nuages chassés par le vent, emplissaient d'air l'obscurité. Elle se fatigua de regarder, prit son Dodds et l'ouvrit tout à fait au hasard, puisqu'après tout, il l'avait déjà lu. Toutes les quelques pages, elle semblait avoir été prise d'une vraie frénésie de soulignage. Les passages soulignés l'attiraient, mais à les lire, elle découvrit que ce sur quoi elle s'était jetée avec tant de satisfaction naguère lui semblait à présent obscur et troublant. Elle lit. Ce qui, à la vision partielle des vivants, apparaît comme l'acte d'un démon, est perçu par la clairvoyance plus vaste des morts comme un aspect de la justice céleste. Le livre lui glissa des mains, ses yeux se fermèrent, et voilà qu'elle marchait avec des enfants, des élèves, sur la surface d'un lac. Partout où chacune d'entre elles posait le pied, apparaissait une fente à 5 côtés, tous parfaitement réguliers, de telle sorte que la glace devenait comme un sol carrelé. Les enfants lui demandèrent le nom de ces carreaux de glace, et elle répondit avec assurance « pentamètre iambique ». Mais elles éclatèrent de rire, et avec ce rire, les fentes s'élargirent. Elle se rendit alors compte de son erreur et sut que le seul mot juste rétablirait la situation, mais elle ne parvenait pas à le retrouver.
Elle s'éveilla et vit le même homme, celui qu'elle avait suivi et embêté entre les wagons, assis en face d'elle. « Vous dormiez, dit-il. » Et il sourit un peu de ce qu'il avait dit. C'est l'évidence. Elle s'était endormie, la tête penchée en avant, comme une vieille, et elle avait une petite rigole de salive au coin de la bouche. De plus, elle sut qu'il lui fallait gagner les toilettes aussitôt et espérer qu'il n'y avait rien sur sa jupe. Elle dit « Veuillez m'excuser », exactement ce qu'il lui avait dit lui-même en la quittant, et saisissant sa trousse, s'éloigna en s'efforçant que son départ semble assez peu précipité pour sauvegarder sa dignité. Quand elle revint, lavée, rafraîchie et regarnie, il était toujours là. Il parla aussitôt et il dit qu'il tenait à s'excuser. « Je me suis aperçu que j'avais été grossier avec vous. Quand vous m'avez demandé... »« Oui, dit-elle. »« C'était bien ça, dit-il, la façon dont vous l'avez décrit. » Cela avait moins l'air d'une ouverture de sa part que d'une réponse directe et nécessaire. Si elle ne souhaitait pas parler, il pouvait aussi bien se lever et s'en aller, pas particulièrement déçu, ayant fait ce qu'il était venu faire. À sa grande honte, les yeux de Juliette s'emplirent de larmes. Ce fut si inattendu qu'elle n'eut pas le temps de détourner le regard. « Là, fit-il, c'est rien. » Elle s'empressa de hocher du chef à plusieurs reprises, renifla pitoyablement, se moucha dans le mouchoir en papier qu'elle finit par trouver dans son sac. « Ne vous inquiétez pas, dit-elle. » Et puis elle lui raconta sans détour exactement ce qui s'était passé. Que l'homme s'était penché sur elle pour lui demander si la place était libre, qu'il s'y était assis, qu'elle était en train de regarder par la fenêtre et n'avait pas pu continuer. Elle avait donc essayé, ou fait semblant d'essayer de lire son livre, qu'il lui avait demandé où elle était montée dans le train, avait appris de sa bouche où elle vivait, et n'avait pas cessé de chercher à relancer la conversation jusqu'à ce qu'elle se lève pour le planter là. L'unique chose qu'elle ne lui révéla pas fut l'expression « faire copain ». Elle avait l'impression que, si elle disait cela, elle fondrait de nouveau en larmes. Les gens interrompent les femmes, dit-il, plus facilement que les hommes. Oui, c'est vrai. On croit que les femmes seront forcément plus gentilles, dit-il. Mais il avait seulement besoin de quelqu'un à qui parler, dit-elle, changeant un peu de camp. Il en avait bien plus besoin que je n'avais, moi, besoin qu'on me laisse tranquille. Je m'en rends compte maintenant. Et je n'ai pas l'air mesquin, je n'ai pas l'air cruel. Mais je l'ai été. Un silence, le temps de maîtriser encore une fois ses reniflements, ses yeux larmoyants. Il dit « Vous n'avez jamais eu envie de faire ça à quiconque jusque-là » Elle répondit « Si, mais je ne l'ai jamais fait. Je ne suis jamais allé aussi loin. Et si je l'ai fait cette fois-ci, c'est qu'il était tellement humble et qu'il ne portait que des habits neufs qu'il avait probablement achetés pour le voyage. Il était probablement dépressif et avait eu l'idée de ce voyage parce que c'était une bonne façon de rencontrer des gens, de se faire des amis. Peut-être que s'il n'était pas allé très loin, reprit-elle, mais il a annoncé qu'il allait à Vancouver. Je l'aurais eu sur le dos pendant des jours. Oui, dit-il. Vraiment, c'était le risque. Oui. Alors, dit-elle, pas de chance, dit-il avec l'ombre d'un sourire. La première fois que vous trouvez la force de remettre quelqu'un à sa place, il se jette sous un train. C'était peut-être la goutte d'eau, dit-elle, se sentant à présent un peu sur la défensive. C'est possible. Disons que vous allez devoir faire attention à l'avenir. Juliette leva le menton et le regarda fixement. Vous trouvez que j'exagère ? Et puis il se produisit quelque chose aussi soudain et involontaire que ses larmes. Elle sentit sa bouche tressaillir. Un grand rire déplacé montait en elle. Disons que c'est un peu extrême. Il répondit un peu. Vous trouvez que je dramatise ? C'est naturel. Mais vous trouvez que j'ai tort, dit-elle, étant parvenue à réprimer son rire. Vous trouvez que je me sens coupable par simple complaisance. Ce que je trouve, dit-il, je trouve que ce n'est pas une affaire. Il vous arrivera des choses dans la vie, il vous arrivera probablement des choses dans la vie.
auprès desquelles vous comprendrez que ce n'est pas une affaire. D'autres choses à propos desquelles vous pourrez vous sentir coupable. Mais est-ce que ce n'est pas ce qu'on dit tout le temps aux gens plus jeunes? On leur dit, tu verras, tu ne penseras pas toujours comme ça. Attends, tu verras. Comme si on n'avait pas le droit d'avoir des sentiments sérieux. Comme si on n'en était pas capable. Les sentiments, dit-il, je parlais de l'expérience. Mais vous dites un peu que la culpabilité ne sert à rien. C'est une chose que les gens disent, est-ce vrai? Je vous le demande. Ils continuèrent de bavarder ainsi très longtemps, à voix basse, mais avec tant d'intensité que les gens qui passaient semblaient parfois étonnés, voire offensés, comme cela arrive quand on surprend des débats qui paraissent inutilement abstraits. Juliette se rendit compte, après quelque temps, qu'alors même qu'elle arguait, assez bien, songeait-elle, de la nécessité des sentiments de culpabilité dans la vie publique comme dans la vie privée, elle avait quant à elle complètement cessé d'en éprouver pour l'instant. On aurait même pu dire qu'elle s'amusait bien. Il proposa d'aller au bar où il pourrait boire un café. Une fois là, Juliette découvrit qu'elle avait très faim, alors que les heures de service du déjeuner étaient depuis longtemps passées. Des bretzels et des cacahuètes furent tout ce qu'elle put obtenir, et elle les engloutit de telle façon que la conversation réfléchie, teintée d'un peu d'esprit de contradiction qu'ils avaient eu jusqu'alors, ne put reprendre. Ils se mirent donc à parler d'eux-mêmes. Il se nommait Eric Porteous et habitait un endroit appelé Whale Bay, quelque part au nord de Vancouver, sur la côte ouest. Mais il n'y allait pas directement, il interrompait son voyage à Regina pour y voir des gens qu'il n'avait pas vus depuis longtemps. Il était pêcheur et il pêchait la crevette. Elle l'interrogea au sujet de l'expérience médicale dont il avait parlé et il dit « Oh, pas très étendue. J'ai fait un peu d'études. Quand on est dans les bois ou sur le bateau, tout peut arriver, avec ceux avec qui on travaille, ou à soi-même. » Il était marié, sa femme s'appelait Anne. Il y avait 8 ans, raconta-t-il, Anne avait été blessée dans un accident de la route. Pendant plusieurs semaines, elle était restée dans le coma. Elle en était sortie, mais elle était encore paralysée, incapable de marcher ou même de s'alimenter toute seule. Elle avait l'air de savoir qui il était et qui était la femme qui prenait soin d'elle. Avec l'aide de cette femme, il avait pu la garder à la maison. Mais elle avait assez rapidement cessé d'essayer de reparler et de comprendre ce qui se passait autour d'elle. Ils étaient allés dans une soirée. Elle n'en avait pas particulièrement envie, mais lui en avait envie. Puis elle avait décidé de rentrer seule, à pied, n'étant pas très contente du déroulement de la soirée. C'était une bande d'ivrognes rentrant d'une autre fête qui était sortie de la route et l'avait renversée. Des adolescents. Par chance, Anne et lui n'avaient pas d'enfants. Oui, par chance. Quand on en parle aux gens, ils se sentent obligés de dire que c'est terrible, quelle tragédie, etc. On ne peut pas leur en vouloir, non, dit Juliette, qui avait été sur le point de faire un commentaire de ce genre. Non, dit-il, mais c'était tellement plus compliqué que ça. Anne avait-elle le sentiment que c'était une tragédie? Probablement pas. Et lui, c'était une chose à laquelle on s'habituait, un nouveau genre de vie, voilà tout. Tout l'agrément que Juliette avait pu connaître avec des hommes relevait de l'imagination. Une ou deux vedettes de cinéma, le charmant ténor, pas le héros viril et sans cœur, d'un vieil enregistrement de Don Giovanni. Henri V, tel qu'elle l'avait connu par sa lecture de Shakespeare et que Laurence Olivier l'avait interprété dans le film. C'était ridicule, pitoyable, mais nul n'avait besoin de le savoir. Dans la vie réelle, il n'y avait eu qu'humiliations et déceptions, qu'elle avait essayé de chasser de son esprit aussi vite que possible. Elle avait fait tapisserie perdue au milieu du troupeau des autres laissés pour compte, qu'elle dépassait de la tête et des épaules, au bal du lycée, et connut le morne ennui, malgré ses efforts désespérés pour faire bonne figure, des rendez-vous avec des garçons de la fac qui ne lui plaisaient guère et à qui elle ne plaisait guère.
Elle était sortie avec le neveu de son directeur de thèse, venu en visite l'an dernier, et s'était fait pénétrer par effraction. On ne pouvait pas parler de viol, elle aussi était décidée. Nuitamment, par terre, à Willis Park. Sur le chemin du retour, il avait expliqué qu'elle n'était pas son type, et elle s'était sentie trop humiliée pour rétorquer ou même prendre conscience sur l'instant qu'il n'était pas le sien non plus. Elle n'avait jamais eu de fantasme à propos d'un homme réel, moins encore d'aucun de ses professeurs. Les hommes plus âgés, dans la vraie vie, lui semblaient vaguement répugnants. Celui-là, quel âge avait-il? Il avait été marié pendant 8 ans au moins, et peut-être 2 ans, 2 ou 3 ans, de plus que ça. Ce qui lui donnait probablement 35 ou 36 ans. Il avait les cheveux noirs et bouclés, avec du gris sur les tempes, le front large et tanné, les épaules vigoureuses et un peu voûtées. Il était à peine plus grand qu'elle. Il avait les yeux très écartés, noirs, partagés entre le désir et une certaine méfiance. Son menton était arrondi, creusé d'une fossette pugnace. Elle lui parla de son emploi, du nom du collège, Torrance House. Je suis prête à vous parier que les élèves l'appellent torture. Elle lui dit qu'elle n'était pas vraiment prof, mais qu'on avait été trop content d'engager quelqu'un qui avait fait grec et latin à la fac. Personne, pour ainsi dire, ne le faisait plus. Alors pourquoi l'avez-vous fait? Bah, pour me singulariser, sans doute. Puis elle lui dit, ce dont elle avait toujours su, qu'il ne faudrait jamais en parler aux hommes et aux garçons, qui se désintéresseraient d'elle aussitôt. Et puis parce que j'adore ça, j'adore tout ça, vraiment, vraiment. Ils dînèrent ensemble, chacun buvant un verre de vin, et allèrent ensuite au wagon panoramique où ils s'assirent dans le noir tout seuls. Juliette avait emporté son chandail cette fois. Les gens doivent croire qu'il n'y a rien à voir ici, la nuit, dit-il. Mais regardez toutes les étoiles qu'on peut voir quand la nuit est claire. Et claire, la nuit l'était. Il n'y avait pas de lune, du moins pas encore, et il y avait de denses amas d'étoiles, des pâles et des brillantes. Et comme tous ceux qui ont vécu et travaillé sur des bateaux, il connaissait bien la carte du ciel. Elle ne savait repérer que la grande ours. C'est un début, dit-il. Prenez les 2 étoiles qui forment le côté opposé à la queue de la grande ours. Ça y est? Elle vous indique la direction. Prolongez la ligne vers le haut. Encore, vous allez trouver l'étoile polaire. Et ainsi de suite. Il lui fit découvrir Orion, qui était, dit-il, la principale constellation de l'hémisphère nord en hiver, et Sirius, le grand chien, l'étoile la plus brillante de tout le ciel septentrional à cette époque de l'année. Juliette fut heureuse d'apprendre, mais heureuse aussi quand vint son tour d'enseigner. Il connaissait les noms, mais pas l'histoire. Elle lui dit qu'Orion avait été aveuglé par Énopion, mais qu'il avait retrouvé la vue en regardant le soleil. Il fut aveuglé parce qu'il était trop beau, dit-elle, mais Héphaïstos vint à son secours. Cela ne l'empêcha pas d'être tué par Artémis, mais il fut changé en constellation. Cela arrivait souvent quand un être d'une grande valeur s'attirait de graves ennuis. Il était changé en constellation. Où est Cassiopée? Il lui indiqua un W, pas très évident. C'est censé être une femme assise, dit-il. Ce fut à cause de sa beauté aussi, dit-elle. Et la beauté était dangereuse? Et comment elle était l'épouse du roi d'Éthiopie et la mère d'Andromède? Et elle se vantait de sa beauté et en fut châtiée par le bannissement au ciel. Il y a bien une Andromède aussi. Oui, c'est une galaxie, elle doit être visible ce soir. C'est l'objet le plus lointain qu'on puisse voir à l'œil nu. Même quand il la guidait, lui disant « Regardez dans le ciel », il ne la touchait jamais. Non, bien sûr, il était marié. Qui était Andromède? Lui demanda-t-il. Elle fut enchaînée à un rocher, mais Persée la secourut. Whale Bay.
Un long quai, plusieurs grands bateaux, une station d'essence et une boutique, un écriteau dans la vitrine désigne aussi comme l'arrêt du car et le bureau de poste. Une voiture garée au flanc de cette boutique, derrière le pare-brise, un carton où le mot taxi est tracé à la main. Elle se tient immobile à l'endroit même où elle est descendue du car. Le car repart, le taxi fait résonner son avertisseur. Le chauffeur en descend et s'avance vers elle. Vous êtes toute seule? Où allez-vous comme ça? Elle demande s'il y a un endroit où descendent les touristes. Manifestement, il n'y aura pas d'hôtel. Je ne sais pas si quelqu'un loue des chambres cette année. Je peux leur demander à l'intérieur. Vous connaissez personne dans le coin? Rien d'autre à faire que prononcer le nom d'Éric. Oui, bien sûr, fait-il avec soulagement. Montez. On va vous épouser en moins de 2. Mais c'est dommage, je crois qu'on peut dire que vous avez raté la veillée. D'abord, elle croit avoir entendu la crier. Elle pense à des concours de pêche. C'est triste, dit le chauffeur qui prend à présent place derrière le volant. Enfin, ça ne serait jamais allé mieux. La veillée, l'épouse, Anne. Vous n'en faites pas, reprend-il, je pense qu'il restera bien encore quelques personnes. Ça, bien sûr, vous avez raté l'enterrement hier, un truc énorme. Vous n'avez pas pu vous libérer? Juliette dit non. Je devrais pas dire veiller, au fond, dit-il. La veillée, ça a lieu avant l'enterrement, pas vrai? Je ne sais pas comment on appelle ce qui a lieu après. On va tout de même pas appeler ça une fête, hein? Je peux vous y faire passer pour vous montrer toutes les fleurs et tout ça, d'accord? À l'intérieur des terres, quand on a quitté la grande route, à 200 ou 300 mètres au bout d'une piste caoteuse, s'ouvre le cimetière général de Whale Bay, et près de la clôture se dresse le monticule de terre entièrement enfoui sous les fleurs. De vraies fleurs un peu fanées, des fleurs artificielles brillantes, une petite croix de bois avec le nom et la date. Des rubans métalliques entortillés ont volé un peu partout à travers l'herbe du cimetière. Il attire son attention sur toutes les ornières, le gâchis que les roues de tant de voitures ont fait la veille. La moitié d'entre eux ne l'avaient jamais vu, dit-il. Mais ils le connaissaient, lui, alors ils ont voulu venir de toute façon. Tout le monde le connaît, Eric. Ils font demi-tour, repartent en sens inverse, mais sans aller jusqu'à la grande route. Elle a envie de dire au chauffeur qu'elle a changé d'avis, qu'elle ne veut plus rendre visite à qui que ce soit, qu'elle veut retourner attendre à la boutique pour prendre le car quand il repassera dans l'autre sens. Elle peut dire qu'elle s'est bel et bien trompée de jour et se sent à présent si honteuse d'avoir raté l'enterrement qu'elle préfère ne pas se montrer du tout.